Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happy Visio pour cette nouvelle visioconférence des mardis de l'Agir Carco. Et si l'optimisme était bon pour la santé? Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur après 60 ans et c'est la parole à Frédéric Decherf, qui est directrice de l'action sociale Agir Carco et elle vous a préparé un petit discours de 2 minutes. Je vous rejoins tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler du vieillissement heureux. Vous allez me dire quel programme. Alors, vieillir heureux, me semble-t-il, commence par le capital santé que chacun d'entre nous possède. En premier lieu, il est important d'être en bonne santé pour pouvoir s'épanouir et vieillir dans les meilleures conditions possibles. Mais le vieillissement, c'est aussi un état d'esprit, une façon d'être. C'est aussi une réflexion autour de comment j'apprends, comment je continue à apprendre, comment je continue à découvrir, à m'enthousiasmer, à rire, à pleurer aussi, à aimer, à découvrir de nouveaux horizons. Voilà, tous ces éléments-là, on va essayer avec vous aujourd'hui au travers de cette conférence de vous apporter des pistes, des réflexions pour vous permettre de vivre le mieux possible cette nouvelle vie qu'est la vie à la retraite. L'Agir Carco, au travers de ses services, je pense au bilan de prévention par exemple, vous propose de réfléchir à vos habitudes de vie, à vos comportements. On peut avoir des difficultés avec son sommeil, on peut sous-estimer son activité intellectuelle, on manque de lien social. Voilà, les bilans de prévention peuvent vous aider à reprendre et à cultiver des habitudes de vie positives. Je pense aussi à votre engagement dans la société. L'engagement bénévole peut aussi vous permettre de retrouver une utilité sociale en vous mettant au service des autres. Au travers de cette conférence, on aurait pu l'intituler « Les petites recettes pour un vieillissement heureux ». J'espère qu'elle vous donnera toutes les réponses à vos questionnements. Bonne conférence. Toutes mes excuses pour ce petit problème technique et nous allons tout de suite accueillir Mathilde Maigre pour l'introduction de cette visioconférence après les belles paroles de Madame Frédéric Decherf qui était avec nous il y a quelques instants pour introduire ce rendez-vous. Bonjour à vous Mathilde, merci d'être avec nous. Bonjour Rémi et bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du cycle Vieillir heureux avec ce fil conducteur du bonheur. Donc aujourd'hui, c'est Sylvie Espelet qui va nous parler des bienfaits de l'optimisme sur la santé ou comment découvrir une nouvelle perspective sur nos situations quotidiennes, peut-être changer de regard sur ce qui nous arrive et trouver une autre voie vers plus d'apaisement et de joie au quotidien. Alors, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Sylvie et vous souhaite une très, très belle conférence. Et je vous retrouve juste après. Merci beaucoup à vous Mathilde. Effectivement, on sera ensemble pour les questions-réponses à la fin de cette visioconférence. On vous retrouvera avec plaisir. Et nous accueillons tout de suite Sylvie Espelet qui est avec nous dans cette salle de visioconférence et qui va pouvoir démarrer ce rendez-vous. Bonjour à vous Sylvie. Bonjour à tous, bonjour Rémi.
Alors, je pense qu'on a peut-être un petit problème de micro de votre côté. Est-ce que vous pouvez le remonter ou? Ah, pourtant, ça Super. marche de mon côté. C'est bon? Vous m'entendez? Allez, Alors, je très vais un bien. petit peu On vous entend un resserrer peu ça sur mieux. ma tête pour qu'il soit au bon endroit. Ça On va là vous pour tout le entend un monde? peu mieux. Ça va très bien. Ok, Merci à vous. Merci à super. vous d'être avec nous. On va mettre tout de suite votre document de présentation à Parfait. l'écran. Le voici, le voilà. Hop. Et je vous laisse la main. N'oubliez Super. pas, chers tous, que vous allez être sollicités au cours de cette visioconférence par quelques questions auxquelles il vous faudra répondre dans le chat. Bonne conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci Rémi, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, si l'optimiste était bon pour la santé, tout un programme, eh ben, vous allez me dire, est-ce que vous avez la réponse? Je pense que vous l'avez la réponse, mais c'est intéressant de refaire des petites piqûres de rappel parce qu'on a tendance à oublier en fait les bienfaits de ces ressources, de cette ressource, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors moi, je m'appelle Sylvie, Sylvie Espelay, comme le piment. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient du Pays Basque dans le chat, donc ça va leur parler. Sylvie Espelay, je suis de l'Isère, donc dans le Rhône-Alpes. Je suis partenaire d'Agicarco depuis maintenant plusieurs années et d'Apivisio. Je suis sophrologue, animatrice en yoga du rire, conférencière, formatrice et autrice. Voilà, vous savez tout sur moi. On va pouvoir passer dans le vif du sujet. Alors, le but de cette conférence, déjà, la première des choses, c'est de passer un bon moment ensemble et j'espère vraiment que ça va être le cas. De passer un bon moment, de se mettre dans une belle énergie positive. Je crois qu'on est dans un contexte où on en a besoin. Donc, c'est vraiment se remplir cette énergie et moi, je vais essayer de mon côté de vous en donner un maximum. Ça va être effectivement l'idée de mieux comprendre en quoi la ressource de l'optimisme, parce que c'est une ressource, est fondamentale. Et ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez en fait avec quelques astuces simples pour pouvoir développer cette ressource dans votre quotidien, savoir développer plus la pensée positive que négative. Et on terminera, bien entendu, par un petit temps sympathique pour vous, un petit temps de relaxation et de visualisation positive. Voilà pour le programme. Donc, en quoi l'optimisme est-il bénéfique pour notre santé psychique et physique? Alors, on est tous d'accord pour dire que l'optimisme, en fait, c'est comment on va pouvoir voir les événements. Hein, c'est voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment un état d'esprit et qui va effectivement contribuer à quoi? Eh bien, si j'arrive à faire me mettre dans cette dynamique, ben, je vais vivre de manière plus sereine, moins anxiogène, plus en fait en paix intérieure, hein, et plus heureux au quotidien. Donc, l'optimisme, c'est une qualité, c'est une capacité qu'on a en nous, c'est une ressource qui est vraiment une véritable force, une puissante énergie qui va attirer les bonnes choses à soi. Plus je vais être dans cette énergie-là, plus je vais attirer de bonnes choses à moi. Et c'est surtout dans les moments qu'on est en train de vivre, hein, dans des moments un petit peu d'entre-deux, parce qu'on est vraiment dans un entre-deux, de plein de changements de toutes sortes, de plein de remises en question. Et c'est dans ces moments-là, c'est encore le plus important, hein, le plus fondamental et vital de développer justement l'art de la pensée positive, de développer, de stimuler cette capacité qu'on a en nous. Hein, il suffit de la stimuler, on va voir comment. Donc, l'optimisme et le pessimisme, la différence, c'est quoi? Bon, on est bien d'accord que moi, j'aime beaucoup cette citation de Churchill qui disait qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, alors qu'un pessimiste aura plus tendance, en fait, à voir la difficulté dans chaque opportunité. On est vraiment autour de cette perception. Hein. Pour ceux qui ont déjà vu des conférences sur le stress est une histoire de perception. Eh ben, être optimiste ou pessimiste, c'est aussi une histoire de perception de l'événement. Comment moi, comment je la perçois. Donc l'optimiste, eh ben, il aura plus tendance à fixer son attention sur la solution, même s'il ne l'a pas, mais en tout cas à se voir sortir de la problématique, que le pessimiste aura plus la faculté, on va dire, entre guillemets, de porter son attention sur la problématique, sur le problème. Donc, plus on va développer en fait cette qualité de l'optimisme, plus on aura de la facilité à prendre de la hauteur sur les événements, à pas s'en laisser en fait totalement envahir, à prendre de la hauteur pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir trouver les pistes de sortie vers quelque chose de plus positif. Donc, on sera plus capable en fait de se projeter positivement, du coup de s'adapter, avoir une meilleure adaptation à l'événement, donc ce qui va nous amener une meilleure sérénité,
et on va devenir un acteur du changement. Ça, c'est important. Hein. Comment je vais devenir acteur? Plus je suis optimiste, plus je deviens acteur, c'est-à-dire moins je subis. Contrairement à notre côté pessimiste, où là, on va avoir le sentiment permanent de subir les situations, de les prendre de plein fouet, de les subir. Hein. Non, en fait, on a quand même un petit pouvoir d'action sur les choses. Et du coup, quand on est pessimiste, eh ben, contrairement à l'optimiste, on aura plus de mal à prendre de la hauteur, plus de mal à se projeter positivement. Et comme je vous disais, plus avoir ce sentiment de subir que d'être en fait dans le cœur de l'action et d'avoir un moyen pour réagir, pour faire évoluer les choses. Alors, comme on a vu, hein, ce n'est pas l'événement ou la situation qui pose problème, puisque c'est une histoire de perception, mais bien le regard que l'on va porter sur la situation. La situation peut être identique pour tout le monde, mais le regard nous appartient à chacun. Donc, quel est le regard que l'on va porter sur la situation? Et on a donc le pouvoir d'agir sur nos pensées. Ça, c'est intéressant, hein, parce que jusqu'à présent, on se disait, ben voilà, notre cerveau, il est comme ça, je suis comme ça, eh ben, je ne peux pas trop changer quelque chose. Eh bien, si, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer des choses. Donc, on a le pouvoir d'agir sur nos pensées, donc indirectement sur notre biologie. Donc, plus je suis dans les émotions négatives, alors attention, hein, j'ai le droit de vivre des émotions négatives, elles sont même légitimes et je dois les vivre. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être inquiet. Mais par contre, se maintenir sur du trop long terme sur ces émotions-là, eh ben, vont produire, en fait, vont faciliter la production de nos hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones-là vont avoir des effets néfastes sur notre santé. Hein, on est déjà l'énergie vibratoire, hein, on n'est que énergie, donc on ne sera pas sur une bonne fréquence, on ne sera pas dans les bonnes, on ne va pas tirer les bonnes choses. Donc déjà une énergie vibratoire négative. On va ressentir plus de tension musculaire. Je pense que vous le vivez tous au quotidien. Plus on est dans le stress, plus on est dans la peur, plus on est dans le négatif, et plus on ressent des choses physiquement, notamment des tensions musculaires au niveau du dos, des épaules, enfin tout ce qu'on peut ressentir, mais aussi des réactions inflammatoires. Parce que plus je vais produire du cortisol, plus je vais acidifier mon corps et plus je vais ressentir en fait des symptômes ou des réactions inflammatoires. Donc vous voyez que le côté négatif a des répercussions sur la santé plutôt négatives. Et puis tous les divers mots, hein, je ne vais pas vous mettre toute la liste parce qu'on est tous différents par rapport à ça, mais tous les divers mots qui peuvent être liés au stress, aussi bien physique que comportementaux. Et puis aussi l'affaiblissement de notre système immunitaire. Plus on se maintient dans la peur, plus on se maintient dans le négatif, plus on va affaiblir notre système immunitaire, c'est-à-dire moins on va produire des anticorps. Et puis, psychiquement, on est d'accord que plus je me maintiens là-dedans, et ben plus j'ai une perte de recul et de discernement, et des petites choses même très simples à réaliser ou des choses qui m'amenaient plutôt de la paix en temps normal vont m'amener de l'angoisse. Et souvent, je vais avoir des réactions qui seront inappropriées jusqu'à la panique, par exemple. Donc ça, c'est pour les émotions négatives. Hein. Plus j'ai de la pensée négative, de toute manière, plus je vais induire des émotions négatives et vice-versa. Contrairement aux émotions positives, c'est là où on voit que l'optimisme commence, c'est là où on voit, pardon, que l'optimiste est bon pour la santé. On commence à voir un petit peu ses répercussions. Donc, toutes nos émotions positives, comme par exemple la joie, c'est une émotion positive, l'espoir, la sérénité, le bien-être, en fait, hein, la paix intérieure est une émotion positive, une sensation positive, la confiance, l'amour, enfin, la liste pourrait être longue. Eh bien, elles, contrairement aux émotions négatives, vont produire les hormones du bonheur qui sont indispensables à notre équilibre physique et psychique. OK? Donc, dans les hormones du bonheur, on a la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine, qui sont 4 hormones fondamentales et qui sont fabriquées, notamment la dopamine. Plus je vais être dans la pensée positive, plus je vais fabriquer la dopamine, mais plus je vais avoir de dopamine, plus je vais être en mesure, en tout cas, d'avoir des pensées claires. Ça va dans les deux sens. OK? Et donc, quand je vais être dans ces émotions, on va dire, positives, contrairement à ce qu'on a vu avant, eh ben, on va se situer dans une énergie vibratoire positive.
Donc, ça va nous permettre, en fait, d'attirer plus de bonnes choses à soi, d'avoir plus confiance en soi, plus confiance en la vie, de plus sortir, voir des sorties de tunnel, par exemple. Et puis, surtout, ça va stopper la libération des hormones du stress. Ça, c'est fondamental. Plus je vais être positif, plus je vais créer, fabriquer, produire des hormones du bonheur, plus je vais stopper la chaîne de production du cortisol. Et ça, c'est bingo. C'est-à-dire que plus je vais vivre ça, plus je vais diminuer en fait les symptômes liés au stress. Du coup, on aura aussi une meilleure gestion de la douleur, parce qu'en fait, plus on va fabriquer des hormones du bonheur, notamment l'endorphine, qu'on appelle la morphine naturelle, qui va agir donc en fait sur nos sensations de douleur. Donc, un meilleur équilibre biologique et émotionnel. Et puis, contrairement à nos émotions négatives qui faisaient diminuer le taux d'anticorps, plus je vais me situer dans l'optimisme, dans la pensée positive, plus je vais renforcer mon système immunitaire. Là, on rentre dans l'automne, c'est important d'avoir un bon système immunitaire. Donc, c'est important de développer cette capacité. C'est bon aussi pour la circulation sanguine, pour le cœur. Je ne vous ai pas mis toute la liste, sinon ce serait trop long. Mais on voit déjà les bénéfices qu'on peut en tirer au niveau physique et psychique. Et puis, on est tous d'accord pour dire que quand on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on a une autre vitalité. On est moins morose, on est moins centré sur nos petits problèmes, on a plus envie d'aller de l'avant. Donc, ça va favoriser l'énergie et la vitalité, donc le bien-être général. Et puis surtout, ça développe aussi la confiance en soi. Et pour la gestion du stress, la confiance en soi, elle est indispensable, elle est indissociable. Plus je vais avoir confiance en mes capacités, plus je vais savoir que je vais pouvoir m'adapter aux situations, moins je vais ressentir du stress. Donc, ça va augmenter notre confiance en nous, notre estime de nous et notre joie de vivre. Donc, vous voyez quand même déjà là, on se dit que c'est mieux de développer cette qualité que de contraire développer la pensée négative. On voit déjà les avantages qu'on peut en tirer. Alors, d'après vous, je vais vous mettre un petit peu à contribution, comme disait Rémi, il n'y a pas que moi qui bosse. Pouvons-nous développer la qualité de l'optimisme à tout âge? Il suffit juste de dire oui ou non dans le chat. Donc, je vous laisse répondre, ou même un O ou un N, ce sera plus rapide. D'après vous, est-ce qu'on peut le développer ou c'est une fatalité? Oh ben non, je ne suis pas du tout optimiste. Moi, je suis tout le temps négatif, je suis tout le temps pessimiste. Mais de toute façon, rien ne changera. Je ne peux pas le changer. Alors, j'attends un petit peu vos réponses. Est-ce que d'après vous, cette qualité, on peut la développer, on peut la stimuler à n'importe quel âge, à n'importe quelle période d'une vie? Voilà, je vais vous laisser un petit peu 30 secondes pour répondre. Je ne sais pas si je vois vos réponses là. Je ne sais pas, Rémi, il y a des gens qui écrivent parce que moi, je ne vois rien sur le chat. Ah oui, oui, il y a énormément de réponses. Ça se passe dans le chat modéré, Sylvie. Il faut aller dans l'onglet qui est juste à côté de public. Et si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les réponses des gens Ah dans le chat. voilà, C'est très heureusement que vous largement êtes le oui. là. C'est très largement le oui Alors qui je vois arrive. que j'ai un public d'optimistes. C'est génial. Tout C'est à fait. vraiment super, que des gens positifs. Eh bien, vous avez entièrement raison. Après, je ne dis pas que c'est simple, il faut le décider déjà, et après, il faut s'entraîner à modifier nos perceptions. Mais vous avez raison, effectivement, on peut changer notre perception et on peut développer cette qualité à tout âge. Donc, selon diverses études scientifiques, l'optimisme, il dépendrait de 3 facteurs. Le premier, sur lequel on ne peut pas agir, il dépendrait de 50% de nos prédéterminations génétiques, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à sécréter les hormones du plaisir. Et là, on n'est pas tous égaux. Dans plein de choses, d'ailleurs, on n'est pas tous égaux, on est d'accord. Et bien là, on ne l'est pas non plus. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité différente de notre cerveau à sécréter les hormones du plaisir. Donc là, je ne peux pas trop agir. Un autre critère, c'est que ça dépendrait de 10% de notre environnement, de notre éducation, de notre histoire. Si j'ai toujours été entourée de personnes négatives, de personnes anxieuses, de personnes stressées, forcément, il y a un impact sur moi. C'est logique. Donc, 10% de notre environnement. Mais comme je sais que vous êtes extrêmement fort en maths, 50 plus 10, ça fait 60. 100 moins 60, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 40% sur lesquels on peut agir.
40% où on peut mettre des choses en place pour faire évoluer en fait cette ressource en nous, pour la stimuler. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Alors, je vais vous remettre à contribution. Est-ce que vous savez combien on a de pensées par jour? En sachant qu'on ne pense pas tous de la même manière, mais globalement, en moyenne, qui a une idée de combien nous avons de pensées par jour? Voilà, je regarde un petit peu ce que vous mettez. À la louche. Combien avons-nous de pensées par jour? Je regarde s'il y a des réponses. Je suis toujours sur les oui-non, là. Des centaines, ah, voilà, on arrive sur là. Des centaines, oui. Plus précisément, à 50, c'est pas beaucoup. 55 000, aucune idée. Quelques milliers. 100 000, 500. OK. Des millions. 1500. Alors, c'est marrant hein, parce qu'on voit vraiment la diversité de vos réponses. Comme quoi, c'est très difficile, effectivement, de dire combien on a de pensées par jour. Mais en tout cas, on en a énormément. Hein. On a environ 60 000 pensées par jour. Alors, bien entendu, on n'est pas conscient de nos 60 000 pensées parce qu'on serait extrêmement épuisé hein, si on était conscient de toutes nos pensées. Mais on en a 60 000. Et apparemment, d'après des études, sur ces 60 000 pensées, on en aurait 48 000 négatives contre 12 000 positives. Donc, naturellement, on a plus tendance à penser négatif que penser positif. Et sur ces 60 000, on a 70 à 80% qui sont des pensées inconscientes. Donc, les pensées inconscientes, eh ben, je ne les ai pas en conscience. Donc, je ne peux pas agir dessus. C'est toutes les pensées voilà, qu'on a, mais qu'on ne peut pas mettre un mot dessus, qu'on ne peut pas interpréter. OK? Et on a 20 à 30% de nos pensées, par contre, qui sont conscientes. Et ben, c'est sur celles-ci que je vais pouvoir agir. Bien entendu, je ne vais pas agir sur mes 30% de mes pensées. Ça fait beaucoup trop. Mais si de temps en temps, j'ai une pensée voilà, qui est négative et que je ressens un effet sur mon corps qui n'est pas terrible, je peux me dire, bah, sur celle-ci, je vois qu'elle m'impacte négativement, je vais essayer d'agir dessus. Donc, ça, c'est intéressant déjà de comprendre ça. Alors, vous allez me dire pourquoi, naturellement, on a plus de pensées négatives que de pensées positives. Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau, il est aussi là pour nous préserver, on va dire, pour nous alerter de tous les dangers qu'il pourrait y avoir, hein, pour nous aider à survivre à un danger. Au niveau du cerveau, on a une petite amygdale qui n'est pas la même hein, que celle que peut-être certaines personnes se sont fait enlever. Hein, c'est l'amygdale du cerveau et qui est le siège en fait de nos expériences négatives et qui va nous alerter à chaque fois qu'il y a un danger. C'est-à-dire qu'il va garder en mémoire ce siège-là toutes nos expériences négatives. Imaginons que je me sois fait mordre par un chien il y a plusieurs années. Et ben quand je vais rencontrer un chien, je vais me mettre en mode précaution, en mode protection. D'accord? Parce que mon cerveau, cette partie de mon cerveau aura gardé en mémoire ce traumatisme, on va dire, en tout cas cette expérience négative. Donc du coup, il va tout le temps rechercher notre cerveau où est-ce qu'il pourrait y avoir un danger pour que je puisse m'en préserver, pour que je puisse me protéger, mettre des actions de protection en avant. C'est pour ça qu'on a plus tendance à avoir des pensées négatives que des pensées positives. Voilà, vous savez tout sur le sujet. Mais par contre, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que nos pensées, nos émotions et notre corps sont indissociables. Mes pensées vont induire une émotion en moi. Cette émotion va agir sur mon corps et vice-versa. Si j'ai une douleur, par exemple, dans mon corps, ça va produire des pensées négatives. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va engendrer l'émotion de la peur, par exemple. Donc, c'est indissociable. Et on est tous d'accord, hein, on l'a tous remarqué dans notre vie quand même, que nos pensées influencent grandement notre état émotionnel, puisque c'est lié, notre santé, puisque c'est lié au corps, nos résultats, nos choix, parce que la vie est faite que de choix, et notre vie. Selon le mode de pensée que je vais avoir, je vais aller vers tel chemin ou tel chemin, donc vers tel choix ou tel choix. On est bien d'accord?
donc notre vie en général. Alors, on va faire une toute petite expérience pour mieux comprendre justement ce que les mots, ce que la pensée va impacter dans notre corps. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous dire 2 phrases. Je vais vous inviter à fermer les yeux, ça ne va pas durer longtemps. Et je vais vous dire, la vie est un combat. Et vous allez laisser résonner cette phrase dans votre tête. Et ensuite, je vais vous dire, la vie est un jeu. Et vous allez aussi laisser résonner cette phrase dans votre tête. Et ensuite, on échangera sur le chat, voir si vous avez ressenti des différences. Donc voilà, on le fait dans la légèreté, ne laissez pas venir trop d'images anxiogènes non plus. C'est juste pour déjà ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc, je vous invite à fermer les yeux juste quelques secondes, à mettre bien vos 2 pieds à plat au sol, à prendre une profonde respiration. Et puis, vous allez mentalement laisser résonner « La vie est un combat. 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 La vie est un combat ». Laissez résonner cette phrase pendant quelques secondes et observez ce qui se passe. OK. Et puis maintenant, vous allez laisser résonner une autre phrase. La vie est un jeu. 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 Laissez résonner cette phrase en vous et observez ce qui se passe, aussi bien dans les images qui peuvent venir à vous que ce qui peut se passer dans votre corps. La vie est un jeu. Pendant quelques secondes. Voilà. Et vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement. Et si certaines personnes veulent partager sur le chat, je vais attendre quelques secondes, voir ce que vous avez ressenti. Voir si, en fait, entre une stimulation négative, quelque part, parce que la vie est un combat, c'est quand même plus négatif que positif, et la vie est un jeu, c'est une métaphore. C'est des métaphores, comme quoi les métaphores de vie nous impactent. Toute notre vie, on entend des métaphores ou des croyances. Et ces métaphores, comment elles vont, en fait, nous impacter. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager sur le fait, sur ce qu'ils ont pu ressentir d'un côté ou d'un autre? Je vais attendre quelques instants. J'aime bien vos réponses sur la question précédente. Voilà. Juste me dire, on a senti une différence ou pas. Prenez un instant pour juste me marquer quelques commentaires là-dessus. Comme vous êtes très nombreux, en fait, ça a du mal à venir. Donc, ce que je vous préconise, en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais continuer et je lirai en même temps de temps en temps. Ah ben voilà, je vois qu'il arrive. Alors, super. Combat, lourdeur, tension, mais ça va très, très vite. La vie mal, poids sur l'estomac, joie, la vie est un combat, poids sur les épaules, combat, tension, sinon détente, effet impressionnant. Ouais, ok. Le combat, la vie, ouais, super, on voit bien les différences. La vie est un combat, ok, super. Ouais, et bien alors franchement, merci vraiment pour vos partages. Vous voyez comme quoi, c'est parti d'une pensée et d'une intention. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit non plus avec la même intention. Il y en avait une, c'était une intention un petit peu plus violente, l'autre, c'était une intention plus légère, plus joyeuse. Donc, comme quoi, le pouvoir de nos mots, de nos pensées, de nos intentions, comment ça va agir sur notre état d'être, sur notre état physique, psychique, comment ça se répercute sur notre corps. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante à faire qui, je trouve, met vraiment ça en lumière. Merci d'avoir participé et merci beaucoup pour vos retours sur le chat. Donc, en fait, on est d'accord pour dire que la pensée, elle va agir, comme on a vu, sur le corps. Et elle agit sur le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est un centre énergétique, un centre émotionnel
qu'on a là, juste au-dessus en fait du diaphragme, et qui est le point central de la distribution d'énergie. Donc, plus on va avoir de pensées agréables, plus on va engendrer de la joie, forcément, et plus on va dilater le plexus. Donc, on va dire, irradier notre centre émotionnel. En revanche, plus on aura des pensées désagréables, plus on va engendrer malheureusement plus de la peur et on va contracter notre plexus et du coup on aura quand même au niveau émotionnel un peu moins de recul sur les choses et on va activer un peu plus d'émotions. Donc plus le plexus est irradié, plus le plexus est nourri et plus nous sommes magnétiques, sereins et remplis de vitalité. Donc vous voyez, ça vaut le coup de travailler sur cette ressource et on voit bien que l'optimisme est bénéfique pour notre santé. Alors, je vous ai mis cette petite diapo parce que je la trouve intéressante. C'est aussi une expérience comme vous venez de la vivre avec La vie est un combat et la vie est une joie. Ce monsieur que je vous ai mis en photo, c'est monsieur Masaru Emoto. Il y en a peut-être qui le connaissent. Maintenant, il est décédé, mais c'était un médecin et un scientifique japonais qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau. Il a fait en fait des ouvrages extraordinaires sur la mémoire de l'eau et de voir comment l'eau, elle capte nos énergies et nos émotions et comment nos cristaux d'eau en fait, sont différents selon l'émotion dans laquelle on se trouve, sachant qu'on n'est fait que d'eau, de 70% d'eau, donc ça agit sur toutes les parties de notre corps. Et il a mis donc en lumière que nos cellules ne réagissent pas de la même manière si nous ressentons de l'amour ou de la peur, de la joie ou de la tristesse, du coup de l'optimisme ou du pessimisme. Et il a fait une expérience qui a été reproduite par des centaines et certainement des millions de personnes dans le monde entier et qui a obtenu toujours le même résultat. Donc, il a utilisé 2 bocaux, on va dire, avec du riz cuit à l'intérieur. À l'intérieur, à chaque fois, il donnait une intention. Tous les jours, il donnait une intention d'amour dirigée vers un pot et une intention de haine dirigée vers l'autre pot. Comme j'ai un petit peu fait là, quand je vous ai dit la vie est un combat, je l'ai fait de manière plus lourde, et la vie est un jeu, c'était de manière plus légère. Donc, je n'étais pas dans la même intention. Donc là, une intention en fait de haine, une intention d'amour. Ça pendant plusieurs jours. Et il a constaté en fait que le pot qui recevait l'intention de haine, le riz pourrissait à l'intérieur. Comme quoi, vous vous rendez compte un peu de l'impact de nos pensées. Alors, on peut avoir des pensées sans intention. C'est-à-dire, je peux avoir une pensée qui passe comme ça, mais je n'ai pas mis une intention derrière. Par contre, si j'ai une pensée vraiment d'intention de haine, par exemple, ou d'intention négative sur quoi que ce soit, eh ben, je vais pouvoir engendrer une certaine répercussion. Donc, l'intention que nous donnons à nos pensées et à nos mots, en fait, induit des vibrations positives ou négatives. C'est ce qu'il a démontré à travers cette expérience. Donc, on peut quand même imaginer les conséquences aussi de nos propres intentions négatives dirigées envers nous-mêmes. Combien de fois on se dit on est nul, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas capable, on ne va pas y arriver. Ben ça, c'est des intentions négatives qu'on envoie à nous-mêmes. On est d'accord? Donc, il se passe aussi des choses dans notre corps. On n'améliore pas en tout cas notre état de santé en dirigeant toutes ces intentions négatives envers nous-mêmes. Donc là, c'est important de travailler dessus. Voilà pour la petite expérience. Donc, l'origine de nos pensées et de nos comportements viennent essentiellement de nos croyances. On a tous des croyances depuis notre enfance. On a été bien, entre guillemets, formatés, c'est-à-dire dans le sens où la famille, l'éducation, la société nous a amenés sur une voie, sur des chemins de croyances, en sachant que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. C'est tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit. Depuis notre naissance, tout ce qu'on a pu entendre à l'école, en famille, par la société, enfin tout ce qu'on a entendu. Donc 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. Et pourtant, ce sont de ces croyances-là qu'on va percevoir le monde. Selon la croyance que j'ai, je vais percevoir le monde, je vais percevoir la situation d'une certaine manière. Soit de manière positive, comme une opportunité, par exemple, soit de manière négative, comme une catastrophe, par exemple. OK? Mais ma croyance va faire que je vais pouvoir orienter mon mode de pensée. Donc, on a 2 types de croyances. On a les croyances ressources, qu'on appelle moteurs, qui vont nous amener dans une évolution positive, comme par exemple, chaque échec est un apprentissage. Ça, c'est une croyance ressource. Ça veut dire que si j'ai cette croyance en moi,
je n'aurai pas peur de l'échec. Hein, je vais oser faire des choses. Donc, chaque échec est un apprentissage. Une autre croyance ressource, par exemple, le bonheur ne dépend que de moi. Ça veut dire que si je suis convaincue de ça, eh ben, je vais prendre une part de responsabilité dans mes actions pour pouvoir ressentir plus de bonheur en moi. Ou impossible est impossible. Si j'ai cette croyance-là, j'oserais plus me lancer des challenges, des défis et avancer. D'accord? Ou j'ai tout en moi pour y arriver. Là, c'est une croyance qui va m'aider en fait à mobiliser mes capacités. Donc ça, c'est les croyances ressources. Et puis, on a les croyances limitantes, celles qui vont jouer en notre défaveur, celles qui vont être des freins, comme par exemple, je ne suis pas assez doué pour réussir. Si j'ai toujours entendu ça ou si je me suis construit cette croyance pour X raisons et que c'est celle qui revient tout le temps, que de me dire que je ne suis pas assez doué pour réussir, est-ce que je vais oser pousser des portes? Est-ce que je vais oser vivre de nouvelles expériences? Eh bien, un peu moins. Et je vais peut-être plus développer, du coup, le côté pessimiste que optimiste. Et une autre croyance, par exemple, ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Totalement faux. Non, mais c'est une croyance qu'on peut avoir. Ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Du coup, si j'ai cette croyance-là, je vais rester figée dans quelque chose, même si ça ne me convient pas. Parce que je suis convaincue que je ne peux plus rien faire, je ne peux pas agir sur mon cerveau, par exemple, je ne peux pas changer d'habitude, arriver à un certain âge. Donc, je vais vraiment me limiter dans plein de choses. Une dernière croyance que je vous ai mis en exemple, c'est s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Si je suis convaincue que tout ce que j'entends est vrai, en fait, j'en fais une réalité. Est-ce vraiment vrai que chaque chose que j'entends est une réalité? Non. Mais par contre, je vais du coup, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, m'amener beaucoup d'anxiété. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les croyances ressources et les croyances limitantes. Alors, bien entendu qu'on peut agir sur nos croyances. Je ne dis pas là non plus que c'est simple, c'est un entraînement, c'est un jeu du cerveau, c'est, comme on dit, c'est dans la répétition que se fait l'intégration. Donc, c'est à force de faire qu'on va y arriver. Mais en tout cas, on peut changer et transformer nos croyances. Vous l'avez vu, de passer d'un stade d'adolescent à adulte, déjà, il y a des croyances que vous avez lâchées. Vous avez lâché des croyances de vos parents pour venir sur vos propres croyances. Pareil, il y a des croyances de la société. Vous avez pris du discernement sur certaines croyances et vous en avez fait une autre croyance. On est d'accord. Ça veut dire qu'on peut changer nos modes de perception des choses, on peut changer nos croyances. Alors, je vais quand même vous donner une petite astuce pour apprendre à transformer une croyance limitante en croyance ressource. La première des choses, c'est déjà avoir conscience de notre croyance limitante. Si j'en ai pas conscience, je ne peux pas agir dessus. On est bien d'accord. La deuxième des choses, c'est sur quoi elle repose cette croyance. Je vais vous donner un exemple après. La troisième, quel est l'impact de cette croyance? La quatrième, établir un fait qui contredit cette croyance. Ensuite, quelle première action je peux mettre en place? Puis reformuler une croyance ressource plus positive. Et ensuite, afficher cette nouvelle croyance et l'écrire 1000 fois. 100 fois, oh là là, je suis un petit peu trop exigeante. 100 fois. 100 fois, c'est déjà pas mal. Donc, il vaut mieux la réduire, pas trop grande, pas une trop grosse phrase, grande phrase pour pouvoir l'écrire 100 fois. Mais en fait, quand vous l'écrivez, vous corporalisez. C'est-à-dire que vous mettez le corps, vous utilisez le corps pour pouvoir ancrer ça dans votre cerveau. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. On va revenir sur celle d'avant. Par exemple, ce n'est pas à mon âge que je vais changer. On va se dire, je ne suis pas capable de devenir plus optimiste maintenant. Est-ce que j'ai conscience de ma croyance limitante? C'est-à-dire que si je pense que je ne vais pas pouvoir développer cette capacité d'optimisme, par exemple, je vais rester, comme on disait, enfermée dans mon côté un peu plus négatif et j'oserais moins faire des choses. Sur quoi repose cette croyance? Peut-être qu'effectivement, j'ai toujours entendu ça dans ma vie, que la vie était compliquée, que la vie était dure, que plein de choses comme ça qui font que ma croyance sur le côté optimiste, j'en ai pas beaucoup. OK? Quel est l'impact de cette croyance? Comme on disait, l'impact de cette croyance, c'est que je vais m'enfermer sur moi, je vais plus ruminer des choses négatives, je vais amener plus d'anxiété dans mon corps et tout l'impact qu'on a vu avant sur le diaporama qui va toucher, excusez-moi,
quelque chose au fond de la gorge. Je bois un petit peu. Excusez-moi. Ah ben voilà, je vais devenir aphone. Voilà, ça va aller. Quel est l'impact de cette croyance? Donc, tout ce qu'on a vu, hein, comment ça agit effectivement au niveau de notre santé physique et psychique. Et puis, le petit 4, établir un fait qui contredit cette croyance. Ben, quand j'y réfléchis, finalement, je ne suis pas toujours pessimiste. Je ne suis pas toujours à voir les choses négatives ou les choses en noir. J'ai quand même eu des épreuves dans ma vie, où j'ai déjà fait des choses dans ma vie, où j'ai su aller développer où j'ai travaillé sur mon moral, sur ma capacité à aller de l'avant, et où j'ai réussi, j'ai surmonté des choses, j'ai avancé dans ma vie. Il y en a plein, si vous y réfléchissez bien, hein. Ce qui veut dire qu'il y a bien des faits qui contredisent cette croyance. OK pour vous? Ensuite, la cinquième des choses, quelle première action je peux mettre en place? Peut-être utiliser peut-être déjà cette formule pour essayer un petit peu de changer sur cette croyance, d'aller pousser quelques portes, d'aller oser par exemple m'inscrire dans une chorale alors que ma croyance est que je suis nulle en chant. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle première action je peux mettre en place? Et ensuite reformuler en une croyance ressource. Par exemple, j'ai tout en moi pour avancer, j'ai tout en moi pour arriver à ce que je veux, où j'ai tout en moi, où je crois en la vie. Je crois au bienfait de ce que je peux vivre. À vous de trouver une autre croyance ressource. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais attendre, je vais vous poser un peu la question à fur et à mesure, parce que c'est une formule qui n'est peut-être pas si facile à mettre en place. S'il y en a qui ont envie de partager, si c'est clair, si vous voyez comment, en fait, vous pouvez travailler sur une croyance limitante pour pouvoir avancer sur une croyance ressource. Donc, je vais vous laisser écrire dans le chat, je regarderai parallèlement, hein, en même temps que je continue, voir comment vous ressentez, comment vous voyez, comment vous pouvez en fait utiliser cette méthode que je viens de partager avec vous. Donc, prenez le temps d'écrire, je regarderai après. Alors, il faut savoir qu'on perd 80 à 100 000 neurones par jour. Oh, vous allez me dire, mais quelle horreur! On perd 80 à 100 000 neurones par jour? Oui, ça c'est vrai. Mais on peut quand même en développer jusqu'à 700 nouvelles connexions par jour. Et ça, quel que soit l'âge. Vous voyez, il y a toujours des bons côtés à chaque chose, hein. Mais pour ça, il va falloir alimenter votre cerveau. Il va falloir en fait lui donner du carburant à votre cerveau pour pouvoir recréer de nouvelles connexions. C'est pour ça que c'est important l'apprentissage. Hein, comme disait Frédéric en introduction, toujours apprendre de nouvelles choses. Hein, l'apprentissage, de nouvelles expériences, vivre de nouvelles choses et être dans l'action, passer dans l'action. Donc, on créera ces nouvelles connexions sous l'influence de nos pensées. J'avais une pensée négative, je l'ai transformée en pensée positive. Plus je vais en fait me concentrer, faire un focus sur cette pensée positive, plus je vais créer de nouvelles connexions neuronales, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. D'accord? Donc, sous l'influence de nos pensées, des mots, des images, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde à la télé, par exemple, ce qu'on voit comme image, parce que ça nous impacte, hein, et les mots qu'on entend et qu'on dit, ça nous impacte, de nos apprentissages, des informations, de nos émotions, de notre environnement, de nos actions et de nos expériences. D'accord? Donc, c'est la bonne nouvelle. Je peux créer de nouvelles connexions. Hein, rappelez-vous, quand on revient, je reviens sur cette diapo, on avait vu qu'on pouvait agir à 40% sur notre cerveau. C'est-à-dire qu'on pouvait agir sur cette qualité de l'optimisme à 40%. Ça va vous aider justement à agir sur cette qualité. Donc, notre cerveau évolue en permanence et au fur et à mesure qu'il reçoit des informations. On dit qu'il est informable et déformable. Informable et déformable. Et donc, on parle de plasticité cérébrale et de plasticité neuronale. Vous avez déjà dû en entendre parler, mais c'est intéressant vraiment de se dire qu'on a cette faculté. Moi, je trouve que ça développe l'optimisme. Moi, je suis optimiste en me disant que je peux changer des choses. Je serais pessimiste en me disant que tout est figé. Mais rien n'est jamais figé. À tous les niveaux de notre vie, on peut agir sur plein de choses. OK? Et la visualisation, qu'on va faire tout à l'heure en séance, développe cette faculté.
hein. Plus je vais visualiser des images positives, plus je vais développer cette faculté de plasticité neuronale et plus je vais favoriser en fait la production, on va dire, de nouveaux neurones, de connexions neuronales. Alors, quand on visualise, on va le faire tout à l'heure, mais une petite chose importante à savoir pour vous, quand vous le ferez chez vous, c'est toujours visualiser avec le plus de détails la situation, connecter avec vos émotions positives et toujours au présent. Par exemple, je prends un exemple. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, ma croyance, c'est que je suis nulle en chant, donc je ne peux pas faire partie d'une chorale. Admettons. OK? Quand je vais me visualiser, je vais me voir en train de chanter au présent. Ce n'est pas dans 3 mois, dans 6 mois. C'est que je me visualise en train de chanter avec ma plus belle voix. J'oublie que je n'ai pas une bonne voix. Avec ma plus belle voix, je me vois chanter, je me vois prendre du plaisir, je ressens le plaisir que je peux avoir quand je chante, je me connecte à cette émotion, je me vois avec le plus de détails possible, par exemple sur scène, enfin voilà, ce que vous voulez, avec des gens autour de vous, avec un musicien, vous voyez ce que vous voulez. L'idée, c'est de le ressentir et le vivre au présent, sachant que notre cerveau, en fait, n'a pas de notion ni d'espace ni de temps. OK? Donc, quand on se visualise toujours au présent. Même si c'est quelque chose qui est dans le futur, je suis en train de le vivre maintenant. D'accord? Et c'est toujours, en fait, se visualiser, se faire un focus, se projeter sur ce que l'on veut. Ça, c'est hyper important, hein. C'est toujours ce que l'on veut, comme si c'était déjà acquis et surtout pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc, quand je me visualise, quand je mets un focus de quelque chose que je voudrais qu'il change, pour développer justement cet optimisme, eh ben, ça va être de se fixer sur ce que je veux pour moi et non pas sur ce que je ne veux plus. D'accord? Ça, c'est fondamental. Alors, enfin, une petite expérience là aussi. Alors, c'est vrai que vous êtes très nombreux, donc les réponses viennent tardivement. Peut-être que Rémi les voit plus rapidement que moi et il peut me dire. Je vais vous poser une question. Si je vous dis ne pensez surtout pas au Père Noël, à quoi pensez-vous? Allez, on va voir les premières réponses. Et effectivement, là, il n'y a pas trop de surprises. C'est Noël qui arrive en premier dans la réponse. Le Père Noël, le cadeau, le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël. C'est évidemment les réponses qui arrivent le plus. Les jouets aussi, qu'il faut compter Ah, il y en sur a qui ont soi. gardé leur âme d'enfance, c'est bien, c'est super. Tout à fait. On nous parle de repas de Noël en famille. Enfin, c'est énormément le Père Noël, bien sûr, et tout ce qui tourne autour OK. de la fête de Noël. Ben, super. Merci beaucoup, Rémi. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que pourtant, je vous avais donné une consigne inverse. Je vous avais dit, si je vous dis ne pensez surtout pas au Père Noël, est-ce que vous avez tenu compte de ma consigne? Non, parce que notre cerveau, il va toujours au plus court. C'est-à-dire qu'il est resté focus sur le dernier mot de la phrase, en fait. Ne pensez surtout pas au Père Noël. Lui, il s'est fixé sur Père Noël. Et en plus, notre cerveau n'entend pas la négation. Donc, si on enlève le ne et on enlève le pas, on a pensé surtout au Père Noël. Donc, c'est normal que vous ayez pensé au Père Noël et non pas écouter, en fait, ma consigne. Vous voyez comme c'est intéressant, comment notre cerveau fonctionne. Donc, déjà, c'est apprendre à dire adieu à la négation. Allez, on arrête, c'est un jeu, hein, on s'entraîne à faire ça. C'est ne pas dire je ne veux pas être malade. Parce que si je dis je ne veux pas être malade, j'enlève le ne, j'enlève le pas, il reste je veux être malade. Alors que ce n'est pas du tout l'intention qu'on veut donner. Hein, bien entendu, personne ne veut se dire je veux être malade. Donc, c'est enlever le ne, enlever le pas et se dire toujours au présent, je suis en bonne santé, même si je ne le suis pas. C'est ça qui est compliqué hein, de se dire, parce qu'on a tellement de croyances, tellement de schémas, que c'est difficile de penser comme ça. Mais plus vous allez vous dire je suis en bonne santé, même si vous ne l'êtes pas, plus vous allez en fait permettre à votre cerveau de créer de nouvelles connexions qui vont aller dans ce sens-là. D'accord? Pareil pour je ne veux pas rater. J'enlève le ne, j'enlève le pas. Ça veut dire je veux rater. C'est pas ce qu'on veut, on est bien d'accord. Donc, c'est se dire je vais réussir ou je réussis au présent, même si c'est un événement qui est dans les semaines qui viennent. Ça, c'est vraiment important de comprendre cette règle-là parce que ça va influencer beaucoup de choses en vous et c'est pas compliqué en fait à mettre en place en soi. C'est vraiment de se dire allez, j'en fais un jeu et quand j'ai conscience que je suis en train de dire des ne pas, eh ben, je vais essayer de changer ma phrase en quelque chose de plus positif.
Et puis, c'est se dire aussi que tout est toujours OK. Je ne peux pas changer l'inchangeable. Des fois, il nous arrive des choses dans notre quotidien, dans notre vie, ben voilà, qu'on aimerait bien ne pas avoir, mais des fois, on ne peut pas changer l'inchangeable. Mais par contre, je peux tirer profit d'une situation où je peux en tout cas avoir une perception de la situation qui sera plus agréable pour moi. Comment je peux agir là-dessus? Mais je ne peux pas changer l'inchangeable. Et puis, c'est faire confiance en la vie, bien entendu. Donc, une petite astuce que j'ai envie aussi de vous partager, c'est vraiment quand vous avez conscience de votre pensée négative. On a vu qu'on n'avait que 20 à 30% de pensées conscientes et qu'on n'allait pas agir sur toutes nos pensées. Mais s'il y en a une qui est récurrente, que vous avez souvent une pensée négative, soit envers vos capacités, soit envers la vie, soit envers ce qui se passe dans le monde, si vous avez ou sur la vieillesse, sur plein de choses, si vous avez une pensée négative qui est un peu récurrente, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle va m'impacter. Tiens, quand je pense ça, c'est quoi la cause à effet? À chaque fois que je pense ça, je suis angoissée. À chaque fois que j'ai ce mode de pensée, je me sens pas bien. C'est déjà observer, en fait, la cause à effet pour savoir ce qu'elle impacte en vous. OK? Et une fois que vous avez, en fait, observé ça, vous allez pouvoir faire un stop à chaque fois que cette pensée, elle vient. Un stop, ça ne veut pas dire je n'ai plus le droit de penser à ça. Non, ça veut dire que de temps en temps, je ne la développe pas, cette pensée. C'est-à-dire que si cette pensée est anxiogène, je ne la nourris pas en permanence. Et donc, de temps en temps, je prends conscience qu'elle est là et qu'il ne faut pas que je la nourrisse tout le temps. Et donc, je fais un stop, un arrêt sur image. Je stoppe cette pensée et je me dis, je l'annule, je l'efface, je la remplace. C'est la technique du switch. Je l'annule, je l'efface, je la remplace. Et je m'aide de ma respiration pour ça. Hop, là, j'ai une pensée négative qui vient. Je n'ai pas envie vraiment de la développer, je n'ai pas envie de la nourrir. Je décide de la stopper. Là, j'ai une part d'action. D'accord? Je ne subis pas, je suis acteur. Allez, je décide, je l'annule, je l'efface, je la remplace. Vous pouvez utiliser votre souffle, comme on fera tout à l'heure, pour la pulser le plus loin possible de vous, comme on fait avec une douleur. OK? Et puis après, c'est se dire, est-ce que ma pensée est vraie? Est-ce que c'est grave? Par quoi je peux la remplacer? Est-ce que c'est proportionné déjà, ma réaction, et par quoi je peux la remplacer? C'est-à-dire, ma pensée, elle est là, elle est anxiogène. Est-ce que ce que je pense là au tenté est réel? Je vais revenir sur quelque chose de léger. J'avais pris le fait de chanter. C'est quelque chose de léger. On ne va pas rentrer dans quelque chose de trop lourd, mais vous allez voir que chaque pensée, c'est la même chose. Si je suis en train de me dire, de toute façon, j'aimerais beaucoup intégrer cette chorale parce que ça a l'air super sympa. Puis j'ai toutes mes copines ou copains, mes amis qui sont là-bas. Ça va être super. J'aimerais tellement, mais je chante tellement faux. Est-ce que ma pensée est vraie? Alors peut-être que ma pensée est vraie dans le sens où j'ai le sentiment de ne pas chanter juste. Par contre, si ma pensée est j'y arriverai jamais, c'est faux. Parce qu'un bon chef de chœur arrivera à vous faire chanter sur la bonne tonalité avec du travail. Et si vous vous entraînez, vous y arriverez. On est bien d'accord. Donc, est-ce que ma pensée est vraie? Non. Est-ce que c'est grave si je vais au cours de chorale et que je ne chante pas très bien au départ? Est-ce que c'est grave? Non, puisque j'y vais, ils sont là pour m'apprendre. Donc, ce n'est pas grave. Et en plus, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas vrai que je n'arriverai pas à chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Et par quoi je peux la remplacer? Je peux peut-être remplacer en fait cette pensée par j'essaye cette expérience, je me donne le temps d'essayer, et puis si j'y arrive pas, j'arrêterai, par exemple. Mais en tout cas, je pense que je peux avoir les capacités d'améliorer mon niveau de chant. Vous voyez ce que c'est clair pour vous ou pas? Vous pouvez me répondre dans le chat après. Mais c'est à chaque fois de se dire quand on a une pensée anxiogène, là, elle était légère, il y en a des plus lourdes, mais quand j'ai cette pensée négative, je fais un stop et je me dis, est-ce qu'elle est vraie? Parce que vous allez vous rendre compte que 99,99% de nos pensées ne font pas partie du concret. On est les rois du scénario négatif. On pourrait faire des films d'horreur et des films dramatiques et catastrophes tous les jours. Et heureusement que les pensées qu'on a et les scénarios qu'on se crée dans notre cerveau ne font pas partie de notre réalité, n'arrivent pas dans notre réalité, heureusement. Mais en attendant, quand vous les pensez, vous impactez quand même votre corps. Donc, c'est important de ne pas trop les développer et de ne pas trop les nourrir. OK? Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ne m'impacte pas trop? Est-ce que c'est proportionné? Et par quoi je peux la remplacer? Ça, c'est une astuce qui marche très, très bien. C'est pareil, c'est un entraînement. Faites-en un jeu
pour pouvoir modifier un peu vos perceptions. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment un entraînement. Hein. Pour que ça devienne un nouveau fonctionnement, de toute façon, il faut toujours, c'est comme quoi, chaque chose qu'on apprend, c'est à force de répéter que ça s'intègre. Il n'y a pas de, il y a rien, il y a pas de, on n'est pas la fée clochette, il n'y a pas de baguette magique. C'est dans l'entraînement que ça se fait. Mais c'est déjà prendre conscience qu'on peut agir et modifier quelque chose. Donc, moi, je vous invite à lire tous les jours, enfin régulièrement, même si ce n'est pas tous les jours, à lire des affirmations positives. Par exemple, je suis d'une grande valeur, parce qu'on est tous d'une grande valeur. Ça, il faut en prendre conscience. Mais nos modes de croyance, justement, peuvent mettre un peu un frein à ça, selon la croyance qu'on a. Mais on est tous d'une grande valeur. Donc, je suis d'une grande valeur. Où chaque jour est une nouvelle opportunité de faire ce que j'aime. Ça, c'est une affirmation positive. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire ce que j'aime. Rien n'est jamais figé. Moi, je me le dis tout le temps, rien n'est jamais figé. Tout change tout le temps. Aussi bien dans tout ce qu'on peut vivre, on le voit très bien, voilà, tout ce qui change en ce moment, on ne peut pas dire que les choses soient figées. Il y en a qui sont un peu plus figées que d'autres, mais globalement, il y a plein de choses qui changent. OK? Donc, nous, c'est pareil. Rien n'est jamais figé. OK? Et puis, je vous invite à écrire 5 choses positives tous les soirs. Pourquoi écrire des choses positives, c'est intéressant? Parce que vous allez, en fait, notre cerveau, on peut l'imaginer avec des petits tiroirs. OK? Et à chaque fois, quand je mets quelque chose de négatif dans mon tiroir, je le garde dans mon cerveau, dans mon tiroir. Mais si j'enlève, comme on a dit, hop, j'efface, je stoppe, et puis je me débarrasse d'une pensée négative, c'est important de tout de suite la re-remplir par du positif. Sinon, le naturel reviendra au galop et on va la re-remplir par du négatif. OK? Donc, tous les soirs, notez 5 choses positives de votre journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait la conférence avec Agi Carco, Sylvie et Rémi. C'était sympa. C'est une chose positive. Ou aujourd'hui, tiens, il fait beau, je vais me faire une balade avec un tel. C'est quelque chose de positif. D'accord? Donc, 5 choses positives tous les soirs, ça va vous permettre de travailler sur votre plasticité cérébrale. Et puis, donner une intention positive le matin. Pourquoi pas se dire un matin, par exemple, aujourd'hui, je décide de voir la vie en rose. Et je me donne vraiment cette intention. Aujourd'hui, je décide de voir la vie en rose. Et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement voir la vie un peu plus positive que négative. Ou aujourd'hui, je prends soin de mon corps. Ou je ne me laisserai pas influencer par mes peurs. Voilà, trouver une intention chaque jour qui va aller dans ce sens-là. Et puis, je vous invite à vous créer des rituels. On a tous besoin de rituels. D'ailleurs, on en a plein, chacun à notre façon. Mais de vous créer un rituel pour changer une habitude. Un changement d'habitude prend beaucoup de temps. Donc, et de l'entraînement. Donc, voilà, par exemple, un rituel. Là, je commence par faire mes 5 choses positives. Je ne peux pas tout faire ce qu'a dit Sylvie d'un coup. Ce n'est pas possible. Ça remet trop de choses en question. Mais si j'en garde déjà une ou deux petites astuces et que je décide d'en faire un rituel, il va commencer à se passer des choses. Par exemple, je décide uniquement de garder mes 5 choses positives et le mois qui vient, tous les soirs, je joue le jeu et je mets mes choses positives de ma journée. Ou je décide juste de me dire, à chaque fois que j'entends le ne et pas dans ma tête, je change ma formule. Faire vraiment un rituel pour que les choses, elles avancent. Donc, en conclusion, pour développer l'optimisme et se maintenir dans une énergie positive, la première des choses, c'est calmer l'agitation mentale. Si je suis envahie, je suis tout le temps en train d'avoir des pensées dans ma tête, et notamment des négatives, ça va être compliqué de me projeter sur du positif. Donc, il faut arrêter de penser, revenir dans son ici et maintenant. Donc, calmer l'agitation mentale, calmer un petit peu cette surcharge mentale, apprendre à se détendre, respirer et se recentrer. Un deuxième point important, c'est d'apprendre des outils pour gérer son stress et ses émotions. Mieux je vais gérer mes émotions, et plus je vais développer l'optimisme. C'est logique. Mieux je vais gérer mon stress. Une autre des astuces, donc, c'est se détoxifier de ce qui nous maintient dans la peur et dans le pessimisme. Si, par exemple, l'actualité du monde actuel me fait peur, je vais essayer de ne pas être tout le temps sur les infos, sur BFM ou je ne sais quoi. D'accord? C'est en fait, je ne me maintiens pas forcément dans la peur. Ou s'il y a une situation que je vis dans mon quotidien qui me fait peur, qui me stresse trop, comment je peux peut-être diminuer cette situation-là ou prendre du recul sur cette situation. OK? Quatrième point, ça va être de travailler pour modifier notre regard sur nous
hein, voir qu'on est une belle personne, qu'on a des capacités énormes en nous pour pouvoir nous adapter et avancer, que rien n'est jamais figé, que j'ai une histoire de vie énorme, que j'ai réussi plein de choses dans ma vie et que j'ai ces ressources en moi pour m'adapter à autre chose. D'accord? Et donc, être plus positif par rapport aux événements qui m'arrivent. Donc, modifier notre regard, éveiller la joie en nous pour favoriser l'optimisme, vous l'avez vu, avec les hormones du bonheur, élargir le champ des possibles, notre champ de vision, hein, s'ouvrir, on n'est pas comme ça, on ouvre, il y a des millions de possibilités, il y a des millions de solutions dans plein de choses. J'ouvre mon champ de vision, ok? Laisser de côté les regrets et le passé, parce que si je suis tout le temps en train de penser à ce qui s'est passé dans le passé, j'irai jamais de l'avant. Et je vais souvent reproduire ce que j'ai vécu dans le passé, dans mon présent et dans mon futur. Donc, c'est apprendre à laisser de côté les regrets et le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, quitter la position de victime, comme on a vu tout le temps se dire que je subis des choses, pour reprendre sa pleine responsabilité. Quand je dis reprendre sa pleine responsabilité, c'est tiens, par rapport à cette conférence, qu'est-ce que je décide de garder? Là, j'ai une pleine responsabilité. Si je décide d'écrire 5 choses positives, par exemple, tous les soirs, ben, j'ai une pleine responsabilité. Je suis en train de faire quelque chose qui va améliorer petit à petit mon état d'être. C'est ça, sa pleine responsabilité. OK? Voilà, voilà pour la conférence. Alors, j'espère que ça vous a plu déjà. Et puis, je vais vous laisser un petit temps pour des questions avant qu'on fasse 10 minutes, un quart d'heure, un petit quart d'heure de séance de sophro. Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, moi, votre chat arrive un petit peu en retard, donc je vais faire un nouveau appel à Rémi. S'il y a des questions, on va prendre un petit temps. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Sylvie, en tout cas, pour cette présentation qui n'est pas terminée, hein, bien sûr. Il y aura une séance de sophro dans quelques instants. Voilà. Vous l'aurez compris. On a le temps donc de poser les questions. En tout cas, merci pour vos commentaires. Déjà, ils me vont droit au cœur. C'est très gentil. Tout à fait. Et sachez qu'il y en a eu beaucoup aussi pendant votre intervention, Sylvie. La toute première question qui est arrivée au début de la visioconférence, lorsque vous avez demandé combien de pensées nous avions, est-ce qu'on peut avoir la définition de ce qu'est une pensée? Ah, alors ça, c'est une question colle. Hein. Et bien, une pensée, en fait, c'est quelque chose qui va alimenter notre esprit. C'est des mots, c'est un mode de, comment dire, comment expliquer. On a des choses inconscientes et des choses conscientes dans notre cerveau. La pensée, ça va être comment elle va s'exprimer, comment cet état, en fait, inconscient ou conscient, va s'exprimer par des mots. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est ça, une pensée. Et on peut agir, en fait, sur ces pensées-là. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé aujourd'hui de la vision positive, de la manière de faire voir les choses, un petit peu aussi de se faire voir à soi-même les choses sous un meilleur angle. Et comment est-ce qu'on peut faire adopter cette méthode à une personne qui serait dépressive, qui aurait donc des difficultés à voir le positif, le beau, ou bien simplement avoir un regard objectif sur les choses qui ne soit pas pessimiste? Alors ça aussi, c'est une très bonne question, parce que c'est difficile d'agir pour les autres. Déjà, d'agir pour soi, c'est pas si simple. Donc, d'agir pour les autres, s'ils sont déprimés ou pas bien, c'est difficile. D'autant plus qu'on peut pas forcément aider les gens qui veulent pas être aidés. Parce que dans les personnes qui vont pas bien, bah, il y a des personnes qui sont pas bien qu'on peut aider. D'autres, ça va être, voilà, ils ont décidé de rester dans cet état-là. Donc, c'est plus compliqué. En tout cas, à notre niveau, à nous, c'est déjà important de se préserver. J'ai envie de dire, de se préserver des gens trop négatifs, trop toxiques. Parce qu'en fait, on est des vraies éponges. Notre cerveau est neurosocial et il va prendre toutes les émotions des autres, tous les ressentis des autres. Donc, c'est déjà apprendre à se préserver de ces personnes-là. Et puis, pour les aider, eh ben, c'est de les inviter, en fait, à aller justement faire des conférences, à les ouvrir, à ouvrir leur champ de vision, hein, à leur montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Après, si la personne est vraiment dépressive, c'est encore autre chose. Parce que souvent, les personnes en plus dépressives sont en carence énorme de dopamine. Donc, ça n'aide pas à être dans la pensée positive. Donc, ça, c'est comment elles peuvent se faire aider par des professionnels pour pouvoir améliorer cet état-là. Mais si ce n'est pas des personnes malades, vraiment dépressives, ben c'est important en tout cas de sensibiliser les gens. Moi, j'aurais envie de dire sensibiliser les gens à d'autres possibilités. Je ne sais pas si ça répond à la question de la dame ou du monsieur. Elle s'exprimera ou il s'exprimera dans le chat si jamais. En tout cas, merci à vous pour cette réponse. On nous signale également qu'il est difficile de se débarrasser parfois de croyances qui sont induites par les parents dès l'enfance. Ah ben ça, c'est sûr. C'est pour ça que souvent on dit quand on devient adulte, c'est là où on arrive à voir qu'on a passé de stade de l'enfant, de l'adolescent à l'adulte, c'est qu'on a lâché certaines choses. Mais bien sûr, c'est difficile parce qu'en fait, ça nous impacte.
Ça nous impacte, c'est nos schémas qu'on reproduit d'ailleurs souvent. Il y en a plein de schémas qu'on reproduit de génération en génération. Et qu'on a beau se dire, ben moi, je ne serai pas comme mes parents ou je ne serai pas comme mes grands-parents, mais on le fait quand même. Hein, c'est nos schémas, en fait, ils sont très, très forts en nous. Mais si on prend conscience qu'on ne peut pas tout changer, et il ne faut pas tout changer non plus, mais s'il y a quelque chose qui nous impacte vraiment, c'est surtout se dire qu'on a encore quand même la capacité d'agir dessus. C'est que, ouais, c'est à nouveau cette part de responsabilité, de capacité. Mais c'est pas simple de tout balayer, ça c'est sûr, et c'est un travail. C'est un travail qui demande du temps, mais c'est faisable. Tout à fait. En parlant d'un travail qui demande du temps, on a eu un commentaire dans le chat. J'ai pris des cours d'anglais et j'apprends depuis plusieurs mois cette langue, mais je n'arrive pas à parler anglais et je me dis que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette personne? Bon, alors bienvenue au club, hein. Je ne suis pas non plus la meilleure en anglais, hein. Mais en tout cas, pareil, je continue mon anglais sur une application régulièrement et je vois quand même que je m'améliore. Hein, parce que c'est vrai que moi j'aime bien voyager, donc je bouge régulièrement et c'est un handicap de pas parler bien anglais. Mais plus on s'entraîne, plus on voit qu'on a quand même cette capacité d'améliorer des choses. Après, on a tous un cerveau différent. Il y a des gens qui ont un cerveau qui est beaucoup plus adapté à l'apprentissage des langues, d'autres non. Nous, avec cette personne, on doit faire partie de la deuxième catégorie. Mais en tout cas, c'est de se dire, je continue à m'entraîner. C'est comme notre cerveau, c'est vraiment, je crée de nouvelles connexions. Je parle à haute voix mes cours d'anglais. J'en fais un jeu. J'en fais un jeu avec mes petits-enfants qui parlent peut-être bien anglais, parce que les nouvelles générations sont plus douées que nous sur l'anglais. Et ben, quand ils viennent, on en fait un jeu. C'est vraiment qu'un entraînement. Mais c'est se dire, j'ai quand même la capacité. Peut-être plus lente que certains qui ont un cerveau qui est plus apte à apprendre les langues, mais j'ai ces capacités et je continue de m'entraîner. C'est ce que j'aurais envie de dire à cette personne. Merci beaucoup à vous. Évidemment, on a parlé au cours de cette visioconférence des médias d'information que vous avez cités il y a quelques instants, et on nous dit dans le chat, il est difficile en fait de rester optimiste dans l'environnement qu'on a aujourd'hui, avec un contexte économique et international qui est en crise. Il faut dire aussi les mots qui sont justes. Oui, bien Donc, sûr. comment est-ce qu'on peut faire dans la mesure où on est un petit peu bombardé par tout ça? Est-ce qu'il faut s'interdire de regarder ou d'écouter des médias qui privilégient des informations anxiogènes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Alors, s'interdire de les regarder, je pense pas, parce que c'est intéressant aussi de faire notre propre analyse, hein, d'avoir un peu un jugement qui nous est propre par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc, pas forcément s'y interdire, mais par contre, si on sent que ça nous impacte trop émotionnellement, eh ben, limiter, en tout cas, les temps devant les infos. Ça, c'est sûr. Après, le contexte actuel, effectivement, est anxiogène. On ne peut pas dire le contraire. Mais j'ai envie de dire, en même temps, c'est un contexte de changement. Et tout changement est anxiogène. On est passé dans des entre-deux, comme vous, les personnes qui sont derrière cet écran, pour la majorité, vous êtes à la retraite. La retraite, c'est un des plus grands changements d'une vie. Donc, il y a eu cet entre-deux. Et dans cet entre-deux, entre la fin de sa carrière et le début de la retraite, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été très, très bien. Parce que c'est difficile de retrouver ses repères, de retrouver une identité hors de sa fonction professionnelle et ainsi de suite. Et cet entre-deux, il bouleverse beaucoup d'émotions. Et bien là, à l'heure actuelle, on est dans un entre-deux. Il y a plein de bouleversements. Il y a plein de choses qui sont en train d'exploser. Il y a plein de vérités qui sont en train de sortir. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ne pas forcément en avoir peur. Craindre des choses, c'est légitime. Mais d'en avoir réellement peur, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de me dire que dans chaque transformation, il y a toujours eu de bonnes idées qui sont nées, il y a toujours eu de bons changements qui sont nés depuis des siècles et des siècles, et de se dire, j'ai plus envie de porter mon regard sur ce qui va évoluer positivement que de rester figé, en fait, dans quelque chose qui me fait peur. C'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il peut y avoir des évolutions positives. Je ne sais pas si ça répond non plus à la question de ce monsieur, mais voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Sylvie. Nouveau commentaire. Depuis 1 an que je suis à la retraite, je prends du temps pour moi. Je développe de nouveaux centres d'intérêt et je dépasse mes pensées Bravo. limitantes. Eh bien, bravo. Complètement. Et c'est là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, c'est pour ça que je dis toujours de rentrer dans l'action. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pourquoi pas? Même si je pense que je n'ai pas les capacités, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Et c'est là où on se rend compte que finalement, quand on pense à l'action, combien de fois dans notre vie on n'a pas osé passer à l'action, on est passé à côté de quelque chose, et combien de fois on a osé et qu'on s'est dit, bah, finalement, j'en suis capable. Finalement, j'en suis capable. Donc, c'est vraiment se dire, on a des ressources en nous insoupçonnées et il faut y aller, quoi. C'est pas dans 50 ans qu'on va le faire, donc c'est maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce bon rappel, Sylvie. Et on va terminer avant de passer à la sophrologie avec une dernière question. Que faire des gens qui gravitent autour de nous et qui peuvent nous ramener vers ces pensées négatives? Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est difficile quand on a des gens qui sont trop toxiques, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais qui vont vous amener en tout cas plus des pensées anxiogènes. Et ben, l'idée, c'est de se préserver. C'est déjà de couper un petit peu. Je ne dis pas de couper forcément avec les gens, hein, parce que si c'est votre conjoint ou des proches, mais c'est de se dire à un moment donné, je me laisse plus envahir. C'est son mode de pensée, c'est son anxiété, c'est sa peur, mais moi, je ne me laisse plus envahir par ça. Et vous vous faites une bulle. Vous faites une bulle un petit peu autour de vous. C'est pas fuir les choses, hein, c'est se faire une bulle pour se préserver. Et vous avancez sur votre chemin comme vous pouvez avancer. Mais c'est pas se laisser en permanence envahir. Parfait. Merci à vous, On Sylvie va et le Sylvie, faire. Là, pour on va ces faire un petit rappels. peu une bulle et on va lâcher un petit peu Exactement, des choses. exactement. On va repasser en plein écran. Sylvie, je vous Ok. laisse la main pour la séance qui vient et on se Oui. rejoint dans quelques instants, tout à l'heure. Eh ben, ça marche. Eh ben, il est quelle heure? Voilà, on a un petit quart d'heure pour passer à nouveau encore un petit temps ensemble. Donc, je vais vous guider, vous inquiétez pas, je vais vous guider pendant toute la séance. Hein. La seule chose que je vais vous demander, c'est de bien vous installer confortablement, là, comme moi, sur votre chaise, votre fauteuil, comme où vous êtes installé. Mais par contre, de bien mettre les deux pieds à plat au sol, hein, en contact avec la terre. Bien contacter votre dos contre le dos de votre chaise ou de votre fauteuil et puis de fermer les yeux le temps de la séance et de vous laisser bercer par ma douce voix, vous laisser en tout cas guider par ma voix pendant cette séance-là. Et après, on pourra rééchanger un peu sur le chat pour voir comment vous vous sentez. Donc voilà, je vous invite donc à fermer les yeux, à réajuster votre confort, à vous offrir cette parenthèse, hein, parce qu'on a toujours du mal un peu à s'offrir des parenthèses, des temps rien que pour soi. Là, c'est un temps rien que pour vous. Et puis, dans un premier temps, vous allez pouvoir porter votre attention sur votre respiration. Juste inspirer, expirer tranquillement. Et puis, observez. Observez votre respiration. Comment je la sens là, maintenant? Toujours avec bienveillance. Est-ce que je la sens fluide, ma respiration? Est-ce que je la sens un peu oppressée au niveau du thorax? Est-ce que j'ai le sentiment de plus respirer avec le thorax ou avec le ventre? Juste observez pendant quelques secondes comment vous respirez là, maintenant. OK. Puis vous allez inspirer en conscience, c'est-à-dire vous allez inspirer par le nez en prenant conscience de l'air qui rentre au niveau des narines et expirer par la bouche lentement comme si on soufflait dans une paille en prenant conscience de l'air qui ressort au niveau de la bouche. Ce cycle de la vie, hein, le premier cycle qu'on fait en venant au monde et le dernier qu'on fera en quittant ce monde. Hein. C'est vraiment le cycle de la vie. J'inspire, je sens l'air qui rentre au niveau des narines, j'expire, l'air qui ressort. Sur quelques respirations, toujours avec une expire lente et profonde. Ok, super. Et puis là, je vais vous inviter à mettre tous vos soucis ou tout ce qui vous préoccupe, toutes vos pensées un petit peu négatives ou anxiogènes dans une bulle de savon. Vous savez, quand on était enfant, on faisait des bulles de savon, on adorait ça, et on en fait peut-être toujours maintenant pour s'amuser. Donc, c'est vraiment faire une bulle de savon et vous allez imaginer que dans votre bulle, vous allez mettre vos pensées, s'il y en a qui sont présentes dans votre tête, vous les mettez à l'intérieur de votre bulle ou des images un petit peu anxiogènes, des choses en fait un peu négatives que vous ressentez en ce moment,
vous allez tout mettre dans cette bulle. Si vous n'arrivez pas à nommer, vous dites juste, eh ben, je mets tout ce qui est négatif dans la bulle. Voilà, à vous de voir comment vous vivez votre exercice. Et une fois que vous avez mis ça dans votre bulle, eh ben, grâce à votre souffle, vous allez inspirer et par un petit peu des souffles en palier, vous allez pulser cette bulle le plus loin possible de votre regard, hein, comme si vous allez envoler cette bulle, cette grande bulle de savon avec toutes les choses négatives à l'intérieur, hein, l'envoyer le plus haut possible dans le ciel et avoir jusqu'au moment où vous allez voir juste un tout petit point perceptible à l'horizon. Voilà, vraiment dans cette idée, allez, je prends du recul sur tout ça. Voilà, prenez du recul. Laissez partir votre bulle chargée de choses négatives le plus loin possible de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne la retrouverez pas, mais dans l'immédiat, elle prend de l'espace, en fait, cette bulle. Elle s'éloigne. Voilà, super. Et puis, vous allez inspirer en tendant vos jambes et vos bras devant vous. On inspire, on tend les bras et les jambes, on fait une tension douce du corps, en fait, et sur l'expire, on relâche. On inspire, on fait une tension douce des bras et des jambes, et sur l'expire, on relâche. Voilà, je vais vous laisser faire ça 3 ou 4 fois, votre rythme. Tension douce, relâchement. Voilà, et puis petit à petit, les pieds reviendront à plat, en contact avec la terre. Et là, en restant tranquillement dans cette position de détente, les 2 pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses, vous allez laisser venir à vous un mot synonyme de plénitude. Donc, par exemple, plénitude, calme, sérénité, hein. Et puis, vous allez inspirer en pensant à ce mot. Et sur l'expire, vous avez imaginé que vous allez diffuser ce mot dans votre corps, dans chaque organe. Donc, j'inspire le mot calme. Et sur l'expire, j'imagine, un peu comme sous une douche, hein, qu'en fait, je diffuse ce mot dans mes bras, dans mes jambes, dans mon ventre, qui est un siège émotionnel, dans mon cœur. Voilà, dans mes cellules. Juste, je donne cette information à mon corps. J'inspire le mot de calme, de sérénité, de plénitude, ce que vous voulez. Et sur l'expire, vous imaginez voilà, que ce mot se diffuse dans tout votre corps, dans toute votre biologie. Et puis, je vous invite à faire la même chose avec le mot confiance. Mais pendant que vous faites ça avec le mot confiance, on va rajouter la tension douce qu'on faisait juste avant. C'est-à-dire qu'on fait une tension douce des bras et des jambes en pensant au mot confiance. Et sur l'expire, on relâche nos membres en diffusant ce mot de confiance. J'inspire, tension douce du corps, je pense au mot confiance. J'expire, je relâche en diffusant ce mot dans tout mon corps, dans toute ma biologie. En fait, pour l'ancrer davantage en moi, lui donner plus de force, plus de présence. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en mes capacités.
Voilà, puis je vous invite à faire encore 2 ou 3 fois la même chose avec le mot optimisme. Optimisme, positif, ce que vous voulez. Pareil, une tension douce, optimisme ou positif, expire, on relâche, on diffuse. Voilà, super. Et puis tranquillement, petit à petit, les pieds reviendront à plat au niveau du sol, en position de repos, hein. Les mains sur les cuisses. Et là, dans cet état de détente, de calme, de sérénité, de confiance, de positif, vous allez pouvoir visualiser, vous projeter dans quelque chose que vous avez envie de vivre pour vous, vous n'osez peut-être pas vivre, hein, bah vous projetez sur le fait de réussir à faire ça, à vous lancer, par exemple, ou vous projetez dans le monde que vous souhaitez voir apparaître, justement, puisqu'on est dans un entre-deux, ou vous projetez sur ce que vous voulez pour vous. En tout cas, prendre le temps de créer des images positives, de créer quelque chose de positif pour vos enfants, pour les autres, comme vous voulez, mais en tout cas, créer des images agréables, des images positives. Et si le positif ne vient pas, ben, portez votre attention sur quelque chose d'agréable que vous allez peut-être vivre dans les heures ou dans les jours qui viennent ou sur un lieu agréable. L'idée, c'est de porter son attention sur quelque chose de positif. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour faire vraiment ce focus, créer des images positives, pour remplir de ces images et ressentir les émotions qu'on peut ressentir quand on visualise quelque chose d'agréable, de positif pour soi ou pour les autres. Voilà. Prenez quelques instants. Je vais vous laisser 2-3 minutes en connexion avec ces images agréables. Ne vous occupez pas du temps, c'est moi qui le gère. Juste respirez tranquillement, observez, créez ces images agréables pour vous. Vous pouvez laisser un sourire venir sur votre visage, une expression positive de ce que vous pouvez visualiser. Voilà, et puis tout en gardant en fait les sensations agréables que cette image a pu procurer en vous, ou ces sensations de détente, de calme, vous allez pouvoir un petit peu vous étirer sur l'inspire, et on relâche tout sur l'expire. On s'étire sur l'inspire, on relâche sur l'expire. On peut bâiller, soupirer, se tapoter pour relancer un petit peu l'énergie, s'automasser au niveau des épaules, des bras, et rouvrir les yeux lorsque ce sera le moment pour vous, pour revenir ici et maintenant, après cette courte séance qui, j'espère, vous a plu et vous a fait du bien. Voilà, et puis je ne sais pas si on a le temps. Si quelqu'un veut partager un ressenti sur le chat,
Voilà, je vais redonner la main à Rémi. Aucun problème, bien sûr. Beaucoup de messages de remerciements, beaucoup de positifs dans le chat, même au cours de cette séance de sophrologie. Des personnes qui nous disent: «J'ai ressenti de la chaleur», alors notamment au niveau Ouais. des joues, semble-t-il. Mmh. La sophrologie, est-ce que c'est quelque chose qui peut influer sur notre ressenti physique, des sensations de chaud, de froid? Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut ressentir de façon normale? Oui, bien sûr. On travaille beaucoup en sophrologie sur le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est en fait comment notre cerveau représente le corps et ses sensations. Donc oui, et effectivement, bah, les sensations de chaud, de froid, ça peut être aussi une énergie différente parce qu'on change d'énergie. Et donc, on peut ressentir des choses qui sont aussi en lien avec cette énergie-là. Mais c'est bien entendu qu'en sophrologie, on travaille sur les sensations. Merci beaucoup. Beaucoup de calme aussi, qui est un mot-clé qui revient souvent dans les messages qui arrivent, dans le chat. On a des personnes chez qui, la manifestation s'est faite à travers des larmes. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est possible, avec la Ah, sophrologie? oui, oui, en fait, il y a 2 choses. C'est soit effectivement, on va réveiller un peu une émotion et ça peut être des larmes de tristesse, par exemple, et donc c'est une libération. Mais c'est très bien parce que c'est une libération. Donc faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais, mais c'est quand même relativement plus rare. Par contre, très souvent, on a des larmes qui coulent de détente parce qu'en fait, quand on va se détendre, on a des glandes lacrymales au niveau des yeux et elles vont se détendre et c'est là où les larmes qui sont à l'intérieur vont s'écouler. Donc c'est un signe au contraire de relâchement. Merci beaucoup. On nous parle de larmes de sérénité aussi, dans le Oui, chat. c'est Quoi qu'il en ça, soit, merci beaucoup à vous Sylvie, pour votre intervention, aujourd'hui. Alors je rappelle à tout le monde que cette visioconférence sera disponible en replay sur notre site www.apivisio.com pour une durée de 6 mois et on va pouvoir appeler maintenant Mathilde Maigre à nous rejoindre pour la conclusion de ce rendez-vous. Sylvie, merci beaucoup à vous encore une fois pour, votre intervention aujourd'hui. Eh ben, merci à tous. Bonne continuation et au plaisir de se retrouver sur une autre conférence. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup à vous Sylvie. Mathilde, merci de nous avoir rejoints pour la conclusion de cet événement. Je vais en profiter pour proposer également à nos participants de répondre à un court sondage afin de nous dire ce que vous avez pensé de cette visioconférence qui dans quelques instants touchera à sa fin. Merci à vous Mathilde d'être avec nous et quelques mots pour la fin, c'est à vous. Oui, bah merci, merci Rémi et merci Sylvie pour cette conférence, et le cadeau, ben, de ce temps de relaxation. Encore une belle façon d'aborder, la vie avec un autre, angle de vue. Je trouve ça précieux et j'espère, ben, de tout cœur que cette conférence vous aura inspiré, chacun et chacune et nourri. Donc la prochaine conférence dans notre parcours pour, tenter de définir le bonheur, sera donnée par Marion Inigo, qui est docteure en psychologie cognitive. Elle nous parlera d'estime de soi et de comment développer ses ressources intérieures. Ce sera le mardi 21 octobre à 10 heures avec la conférence « Et si la clé de l'épanouissement était en nous ?» Et puis, vous annoncez aussi la conférence de la semaine prochaine, mardi 23 septembre à 10 heures toujours, dans un autre cycle, celui du lien social. Et bah, pour ce faire, on va parler des liens intergénérationnels avec 2 intervenants. Jean-Jacques Amiot, qui est psychologue spécialisé dans les questions de la vieillesse, et Anne Berbuteau de Solidarité Senior. Et ensemble, ils aborderont les bienfaits des liens entre les générations. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup à vous Mathilde pour votre venue aujourd'hui sur cette visioconférence. Effectivement, l'ensemble du programme des visioconférences des mardis de la GIRCARCO sur notre site est disponible notamment grâce au petit bouton bleu qui apparaît actuellement en haut de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous inscrire à tous les rendez-vous qui vous sont proposés grâce à la GIRCARCO. Je vous rappelle également, et j'ai mis un petit message dans le chat en ce sens, que vous pouvez retrouver tous les dispositifs et les événements proposés par la GIRCARCO sur son site internet www.agir-arco.fr, rubrique mes services et participer à un événement. Vous pouvez vous inscrire à des événements même en présentiel, parfois près de chez vous, sans que vous en ayez forcément connaissance. Donc n'hésitez pas à pouvoir avoir la curiosité de regarder aussi ce site et de pouvoir les contacter si vous le souhaitez et avoir plus de renseignements sur ces différents événements. Merci beaucoup à vous Mathilde, encore une fois. Très belle fin de journée. Merci, à bientôt. À bientôt.